une de mes agents, j'ai eu plusieurs agents, et l'une d'entre elles me disait c'est quand que tu perds du poids. Non mais là il faudrait au moins que tu perdes 10 kilos. On me faisait une prise de sang et puis il y a une infirmière qui m'a dit c'est une catastrophe ce que t'as. Enfin, tu peux oublier ta vie d'avant, tu peux oublier la danse, tu peux oublier les tournages. Salut à tous, c'est Maxime Pinchot. Étudiant, entrepreneur et créateur de contenu, je suis plus connu sous le nom de Maxime Astuces où je partage tous les jours avec ma communauté de plus de 2 millions d'abonnés des astuces en tout genre pour vous faciliter la vie. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers du cinéma et de la création artistique avec Raphaël Amar, une artiste aux multiples talents. Actrice, réalisatrice, créatrice de contenu et même tatoueuse, Raphaël a su transformer chaque épreuve de sa vie en une force créative. En fait, c'est quoi la vie d'une artiste polyvalente et comment parvenir à jongler avec différents talents? Raphaël a su démontrer que malgré les défis de santé et les critiques, elle a su persister dans ses passions et a prouvé que rien n'est insurmontable. Salut Raphaël. Salut Max. Dès ton enfance, tu as su que tu étais destinée à la scène et à l'écran. Ta vision artistique, nourrie par une rencontre avec David Lynch, t'a propulsée dans le monde du cinéma, avec des rôles remarqués dans des productions telles que Planétarium, aux côtés de Nathalie Portman et des apparitions dans des séries reconnues comme Clem et Scam France. Tu as su captiver le public. Mais ton parcours ne s'est pas arrêté là. Face à des défis personnels et professionnels, tu as su rebondir avec une force et une détermination qui forcent l'admiration. Aujourd'hui, tu partages ton expérience et tes connaissances sur les réseaux sociaux, offrant des astuces précieuses pour les aspirants acteurs. Raphaël, merci d'être ici pour partager ton incroyable voyage avec nous. C'est un plaisir d'être là à tes côtés. On va passer dans une première partie, on va revenir un peu sur ton parcours, qu'est-ce que tu as fait, qui tu es, comment tu es arrivé dans le cinéma. Raconte-nous un peu qui est Raphaël Amar. Dans un premier temps, j'aimerais préciser que c'est surtout la télévision, mon domaine, on va dire, de prédilection. Comment je suis arrivée à être actrice et tourner devant la caméra. Ça a commencé, comme tu le dis, dès mon enfance. J'ai directement été captivée par ce que je voyais à l'écran. Le fait de voir des actrices transmettre des émotions, le fait d'être projetée dans des univers différents, de voir des acteurs, des actrices incarner un nombre de rôles authentiques, originaux, fictifs ou tirés de vie réelle. Tout ça, ça me fascinait. Quand tu étais déjà petite, vers quel âge? Je dirais vers l'âge de 5-6 ans, j'ai pris conscience de ce que c'était le cinéma. J'ai commencé à m'intéresser très tôt au behind the scenes, au backstage, à l'envers du décor. Je me souviens que dès que ma mère m'emmenait dans une librairie, dans une boutique où il y avait des livres, j'allais directement me renseigner sur est-ce qu'il y a des livres qui mettent en avant comment on réalise un film, comment telle production a réalisé tel film ou telle série. Donc, j'ai commencé par lire des livres, en fait, sur les backstage. Ensuite, j'ai pris conscience qu'il fallait avoir un agent de cinéma. Donc, quand j'avais 10-12 ans, j'ai commencé à me poser la question comment je vais réussir à rencontrer quelqu'un. Oui, assez tôt. Comment je vais réussir à rencontrer quelqu'un qui pourrait me mener à mon but, c'est-à-dire jouer des rôles et faire partie de l'industrie du cinéma ou de la télévision. Et je me souviens que j'ai rencontré un monsieur une fois qui travaillait dans le cinéma et son fils était scénariste. Tu parles de David Lynch là ou pas du tout? En fait, mon père avait rencontré du coup un homme dont son fils était scénariste sur Paris. Et moi, c'est une information que j'ai absolument pas oubliée, que j'ai plutôt même bien retenue. Et revenue, quand je suis rentrée chez moi, j'ai demandé à mon père, est-ce que tu peux me passer, s'il te plaît, le contact de cet homme? Parce que j'aimerais inviter son fils, vu qu'il est sur Paris, à venir prendre un café. Il est venu. Son nom, c'est Cyril Cohen. Cyril Cohen est venu. On a pris un café et puis on a parlé de passion, de cinéma, de télévision, d'acting, du fait que je faisais du théâtre, du fait que j'écrivais des scénarios, que j'avais commencé à écrire mon premier scénario de film, de saga, suite à une rencontre avec David Lynch, justement. Ok. Ça, t'avais quel âge du coup? 11-12 ans, c'est ça? David Lynch, j'avais 9 ans. À 9 ans, t'avais déjà écrit des... À 9 ans, j'ai serré la main de David Lynch et j'ai commencé, on a très rapidement discuté parce que bon, c'est David Lynch, c'est une personnalité, il avait pas tant de temps que ça à accorder à une petite au milieu de toute la presse qu'il y avait autour. Mais c'est un moment qui m'a marquée. Du coup, je me suis intéressée à ce personnage, j'ai commencé à bouquiner, on m'a offert des livres sur lui, sur son autobiographie, sur son parcours. À partir de là, j'ai commencé à écrire. Et du coup, c'est ce qu'on racontait avec Cyril, le scénariste en question, qui m'a donné le contact d'une agent. Donc, ça a été mon premier pas dans le réseau, c'est vrai, on entend souvent que c'est un réseau très fermé. Il faut réussir à trouver les contacts et à pousser la porte.
Et Moi, du coup, c'est l'agent qui te permet de faire ça, c'est entre ça. guillemets. Quand je suis arrivée, donc c'est une agence qui est toujours en vie aujourd'hui, qui est Ciner Talent Box. D'accord. L'agence s'appelle Dorothée Grosjean. Et du coup, elle m'a pris sous son aile très jeune. J'ai commencé à passer des castings vers 15 ans et demi. Et j'ai eu mon premier rôle à 16 ans pour TF1, pour Alice Nevers. Et ainsi de suite, les castings ont suivi et les rôles ont suivi à partir de cette rencontre avec ma première agent. Donc, du coup, tu as commencé à faire tes premières apparitions en télé à l'âge de 15 ans, c'est ça? 15 ans et demi, oui, 16 ans. OK. Alice Nevers, donc ça, c'était la première apparition que tu as faite. C'était quoi? C'était un rôle que tu avais durant toute la série? C'était une apparition? C'était quoi exactement? Alors en fait, j'ai passé le casting pour un rôle d'une fille qui se faisait tuer. Et ils m'ont appelée 2 semaines plus tard pour me dire que j'avais le rôle secondaire principal de l'épisode, parce que Alice Nevers, c'est une série policière. Donc tu as un Ah oui, meurtre c'est par un. épisode. OK. Et donc, je suis partie sur 3 semaines de tournage. On avait des horaires qui étaient juste assez surprenants. C'était ma première expérience. Donc, il y avait des matins, je me levais à 6 heures du matin. Je rentrais, il était 23 heures passées. J'étais encore en plein plateau, sur le plateau à 21 heures. Je devais jouer une pom-pom girl, une cheerleader. Je n'avais jamais fait de cheerleading de ma vie. Et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet, dans l'acting, qui est être acteur, c'est savoir incarner un personnage que tu n'es pas. Donc, j'ai commencé à prendre des cours de cheerleading. Et arrivé sur le tournage, voilà, on avait des cascadeurs, des professeurs de cascade pour les scènes justement où le meurtre a lieu. Ça a duré 2 semaines. Donc 2 semaines de tournage et combien de temps il durait l'épisode après quand il est diffusé? Ça dure peut-être 52 minutes, OK, il me donc semble. c'est 2-3 semaines de tournage et pour la enfin, je sais pas, est-ce que Il filmait plusieurs épisodes en même temps. d'accord. Et il y avait des lieux qui reprenaient. Ils OK essayaient de faire une pierre deux coups. et pour ton premier tournage, ça te rapporte combien à peu près de tourner sur un épisode, d'une série comme celle-ci? Alors, donc nous, on a des cachets par jour et ces cachets, ils sont négociés par ton agent avec la production. Donc ça va dépendre comment ton agent va négocier avec la production, ça va dépendre du budget de la production. Moi, quand j'ai commencé la télé, j'étais à 500 € la journée. Ce qui est assez intéressant, en vrai quand tu commences ou c'est les prix lambda? Enfin, je sais pas du tout, c'est les prix normaux, c'est des prix qui sont, Ça, je t'avoue, je pourrais pas te ouais, répondre. tu sais pas? Je sais que j'ai des amis qui ont été non, mais non, je pourrais pas te répondre. Bon, en vrai, enfin, comme ça a l'air sympa, mais après, c'est un vrai travail aussi où c'est quand même hyper complexe. Donc, Ça peut ça être justifie difficile, aussi, mais ouais. c'est totalement, ça vaut totalement le coup. Quand tu es passionné et que tu aimes ce que tu fais, on peut te demander de faire 4 heures de cours de cheerleading, de boxe par jour, tu vas le faire. En fait, c'est comme par exemple le live action de One Piece récemment que j'ai découvert. Il y a un des personnages principaux, il a fait 7 à 8 heures d'arts martiaux par jour pendant 6 mois. Impressionnant. Et après, toi, comment ça s'est passé? Parce que du coup, tu as fait ta première apparition. Tout s'est Mhm. accéléré très, très vite. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? À partir de là, j'ai été repérée. En fait, quand tu commences à passer des castings, tu retrouves souvent les mêmes directeurs de casting. Et il y en avait un avec qui le feeling était très bien passé. On m'a fait passer un casting pour un rôle dans Clem, pour jouer la belle-fille de Clem. Et donc, il y a eu plusieurs filles qui ont été sélectionnées, bien évidemment. Et arrivé à la fin, donc tu passes plusieurs auditions. Tu as ce qui s'appelle des callbacks une fois que tu es sélectionné. Et parmi donc, ces callbacks, ce sont encore d'autres auditions. Et jusqu'à ce que tu arrives à la dernière audition où tu vas savoir si c'est oui ou non, c'est toi qui es pris ou prise OK. pour le rôle. Et donc, j'ai été prise pour jouer Clem, Donc ça, c'était ton pour jouer deuxième rôle? Charlotte. Ça, c'était mon deuxième rôle. OK. Donc, ça a été un gros rôle, un gros tremplin dans la télévision, parce que Clem est une série qui est regardée depuis une dizaine d'années par des millions de téléspectateurs. C'est vrai que moi, je m'y attendais pas du tout. Je connaissais pas du tout le succès de cette série. Et, et pour moi, c'était une sacrée bonne expérience parce que je jouais une adolescente qui avait des troubles alimentaires. Et pour moi, c'était un sujet très important parce que quand j'avais donc
quand j'avais 18 ans, quand j'ai commencé à jouer ce rôle, j'étais entourée de filles qui, déjà ça commençait très jeune, les filles étaient obsédées par ce qu'elles voyaient à la télé, c'est-à-dire les silhouettes. Tu vois souvent des actrices avec des bras très fins, des tailles très fines, des très grandes jambes. Et moi, j'avais joué une adolescente qui était boulimique, qui avait des rondeurs. Euh, je suis je suis une actrice qui a des rondeurs. J'ai des formes. Et c'est vrai que pendant des années, ça a été très dur d'accepter, de me dire que en fait, les critiques extérieures dans ce milieu du cinéma, euh, toutes ces voix extérieures ne sont pas les miennes. C'est-à-dire que je me faisais souvent juger pour le poids que j'avais. Mon agent, une de mes agents, j'ai eu plusieurs agents, et l'une d'entre elles me disait c'est quand que tu perds du poids. Non, mais là, il faudrait au moins que tu perdes 10 kilos. Donc, pour moi, jouer Charlotte dans Clem, qui était cette adolescente qui avait des formes, certes, qui avait des. Et c'est réellement un truc qui a un impact, justement, le poids, etc., pour jouer des rôles? Parce que ça, c'est ton agent qui te le disait, etc. Mais en soi, les réalisateurs, enfin, ceux qui choisissent les acteurs, ils en prennent vraiment compte de ça ou? Alors, les réalisateurs, je ne sais pas, mais les directeurs de casting, oui. Ok. Quand j'entends des personnes qui me disent, enfin, des filles ou des garçons qui me disent je veux être acteur, je veux être actrice, souvent, j'en parle pas directement, hein, mais on te dit souvent que c'est pas comme l'industrie du mannequinat. Euh, mais c'est faux. Moi, il m'est arrivé plein de fois d'arriver à des auditions, d'avoir des directeurs de casting, directrices de casting qui me disent t'es un peu difforme. Ah, t'es fine au niveau de la taille, mais les jambes, tu vois, je me mets debout, je suis pas difforme, tu vois, c'est n'importe quoi. Il y a une femme, j'étais trop jeune à l'époque pour réagir, qui s'est littéralement avancée pour tenir ma cuisse, mon mollet, et dire ça, c'est pas fou. Tu pourras pas avoir le rôle. Ok, ouais, c'est impressionnant. Et ça a duré combien de temps, Clem, par exemple? Clem, le tournage a commencé, je me souviens, le 1er septembre 2016, et on a terminé, donc c'était plusieurs journées, c'était 48 jours répartis jusqu'à décembre. Et puis ensuite, il y a eu la post-synchronisation. Donc c'est par exemple quand tu as des séquences où on n'entend pas bien ta voix, où tu vas être dans un studio derrière un micro comme ceci, comme juste là, je suis derrière ce micro, et tu vas répéter, faire du playback par-dessus ta propre voix, en fait. Ok. Et du coup, la post-synchronisation a duré quasiment la moitié de janvier. Ok. Mais pour tous les acteurs. Pour moi, Ouais. j'ai eu quelques journées, mais pour tous les acteurs, ça a duré au moins un mois. Et après, du coup, après Clem, tu faisais aussi d'autres choses à côté ou t'étais à fond sur Clem? Je sais pas trop comment ça se passe. Vous pouvez faire plusieurs rôles en même temps ou en général, c'est vraiment t'es sur un tournage et enfin, tu vas sur 2 tournages un par un? Alors, j'avais eu des castings, j'avais été validée pour un autre rôle sur Clem, sauf que ça pouvait pas fitter parce que les dates, c'était les mêmes. Donc, je pouvais pas être sur un lieu et sur un autre, sachant que j'avais un gros rôle dans Clem et que c'était des horaires pas si évidentes à tenir parfois. Des fois, tu terminais à 2 heures du matin. Tu vois, je pouvais pas me dire que j'allais me réveiller à 6 heures du matin le lendemain pour faire 4 heures de tournage sur une autre série pour ensuite prendre une voiture et être amenée sur le tournage de Clem, par exemple. Mais en soi, il y a plein d'acteurs, ça leur arrive. Après, ça demande de l'énergie et beaucoup de repos. Ça m'est arrivé de voir des comédiens qui faisaient du théâtre, de la scène en parallèle de leur série, qui dormaient dès qu'ils pouvaient avoir un instant pour se reposer. Ouais, j'imagine. Et après, du coup, Clem, qu'est-ce que t'as fait? T'as reparti du coup sur une autre émission? T'as pris un peu de repos? Comment ça s'est passé? Alors, j'avoue que j'ai fait un voyage. J'ai profité de la rémunération. On a commencé à me contacter pour des projets pour faire du théâtre. J'avoue que j'étais trop jeune à l'époque, pour me dire, «Allez, je me lance», et puis je me sentais pas assez légitime. J'avais un peu ce syndrome de l'imposteur, de me dire: «Ah ouais, bon, on m'a vue à la télé, on veut que je fasse une grande pièce sur un an avec, de grands acteurs, mais je me sens pas prête». Donc je me suis dit que j'allais, faire, 1 an ou 2 ans au cours Florent. En parallèle, j'ai fait des projets, des vidéos avec des humoristes sur internet, j'ai fait des web-séries, j'ai fait des courts-métrages. Donc j'ai commencé, à faire du théâtre au cours Florent. Puis j'ai été castée pour, un autre rôle secondaire pour Scam France. Donc, en parallèle des cours Florent, j'étais en tournage et donc, à partir de là, hem, pour revenir sur Clem,
Et sur Scam France, j'ai commencé à avoir des symptômes un peu étranges. Euh, Par exemple, j'ai enchaîné 35 angines blanches en 1 an et demi. Je commençais à avoir du mal à tenir sur mes jambes, mais je le montrais jamais sur les tournages. Et le fait d'être dans un milieu qui me passionnait, j'oubliais ces petits symptômes. En fait, je prêtais pas attention à ma santé tant que ça parce que je vivais ma vie de rêve. Heu, un coup, j'étais en soirée avec des gens du milieu, un coup, on me proposait des expériences que je pouvais pas refuser. Donc ça faisait que je prêtais pas attention à quelques signes. Et hem et suite à un voyage, après le tournage de Clem, de Scam France, suite à un voyage après le tournage de Scam France. Donc en fait, là, du coup, tu avais déjà tourné Clem, puis Et Scam France, et après, tu as refait un voyage, et c'est là où tu t'es rendu compte de ta maladie, c'est ça? c'est ça. Et du coup, qu'est-ce que c'était exactement comme maladie? Et ben, on a mis longtemps à me diagnostiquer ce que c'était, parce que c'est une maladie très rare en soi. Et c'est une maladie que la médecine ne comprend toujours pas ce qui se passe dans le corps. Et je faisais de la plongée. Et à un moment, tous les étés, je fais de la plongée. Et à un moment, j'ai pas réussi à remonter à la surface. Et c'est mes amis qui m'ont fait remonter à la surface. À partir de là, il y a eu toute une période d'errance médicale où donc j'étais dans le sud à ce moment-là. Aucun médecin savait répondre à ce qui se passait. Je pouvais plus tenir sur mon pied gauche. Et ma jambe droite me faisait mal, mais une douleur inimaginable, hein, vraiment. Et je suis rentrée à Paris, on a commencé à me faire plein de tests. J'ai commencé à faire le contrôle sur mes 2 pieds, mes 2 genoux. J'ai commencé à me retrouver paralysée. J'en parlais à personne, bien évidemment, à part des personnes très proches de moi. Hem Et au final, après de nombreux tests, on m'a diagnostiqué, on a compris que j'avais une spondylarthrite ankylosante, qui est une dégénérescence des articulations. Ouais, énorme. Voilà, Quelque chose en mode qui est pas, qui est difficile à. encaissée. Ouais, et puis même surtout, c'était quelque chose que tu pouvais guérir. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit exactement les médecins? Alors, les médecins, je suis tombée sur un 1er personnel soignant totalement inconscient de ce qu'il disait. J'ai réceptionné l'information sans savoir ce que c'était déjà dans un premier temps. Puis on m'a dit, on me faisait une prise de sang et puis il y a une infirmière qui m'a dit: «C'est une catastrophe ce que tu as, tu peux oublier ta vie d'avant, tu peux oublier la danse, tu peux oublier les tournages». Moi, j'ai sur le moment, cette voix extérieure, je l'ai prise au sérieux. C'est devenu carrément ma voix intérieure. Je me suis dit: C'est une catastrophe ce que tu as». Hem, Au final, donc j'ai fini complètement paralysée. J'ai dû m'injecter des traitements. J'ai dû faire un choix, en fait, entre des traitements qui pouvaient avoir des conséquences lourdes ou est-ce que le choix de rester, paralysée, dans un lit, de pas bouger et juste, de souffrir. Donc j'ai pris le choix de commencer des traitements lourds. Hem Mais après, j'en tire quelque chose de positif à cette période-là. C'est que je me rendais pas compte, j'avais un entourage très toxique et très opportuniste. C'est-à-dire que dès qu'on m'a annoncé la maladie, j'ai annoncé ça aux filles que je côtoyais. Et il y en a une qui m'a dit: «Non, mais c'est une catastrophe ce qui t'arrive». Je savais rien dire d'autre. Une autre m'a dit: «Ah bon, on pourra plus sortir avec toi?» Donc: «Ah, les soirées avec Vincent Cassel, ah, c'est tout ce qui t'intéresse. Ah, les soirées, c'est OK, c'est tout ce qui vous intéresse, très bien». À l'époque, je sortais avec un garçon toxique aussi, où son père m'a fait comprendre que c'était une catastrophe, qu'il voulait pas que je reste avec ce garçon. Donc j'avais tout un personnel soignant qui me descendait et à côté de ça, j'avais un entourage très toxique. Ça m'a permis de faire le tri et de voir qui étaient les personnes positives. À partir de là, Là, c'était une période très compliquée pour toi, et cetera. C'était quoi ton rapport aussi en même temps, du coup, avec le cinéma? Parce que du coup, quand tu as appris ta maladie, tu en faisais encore? Comment ça se passait? bah, du coup, sur le moment, quand t'es paralysée, non, je n'en fais plus malheureusement. Hem, j'ai arrêté donc avec mon agent. J'ai mis au courant personne en soi. Vraiment du jour au lendemain, j'ai juste coupé. Aucune personne avec qui je travaillais professionnellement n'était au courant de mon état parce que je me suis dit: «Si les gens savent ce qui m'arrive, ils vont se dire: "C'est plus possible pour elle"». Et pour moi, c'était pas possible de me dire que c'était fini. Donc j'ai commencé à Tu as commencé tes traitements, et cetera?
Et, Oui, ça, j'avais ça, commencé t'avais depuis un déjà commencé, moment. etc. Ouais. Mais j'ai commencé à prendre un temps rien que pour moi, en fait, même si j'étais jeune, et à me dire que ça allait aller. Je me mettais déjà dans une position de j'ai guéri. C'est-à-dire que tous les matins, je disais merci pour ma guérison, merci pour ma guérison, merci pour ma guérison. J'ai commencé à méditer. Et plus le temps passait, plus je me connectais à la respiration de mon corps, plus je commençais à visualiser la santé, plus je commençais à me dire que ça allait aller. Euh, J'ai arrêté du jour au lendemain les traitements médicaux. J'ai décidé parce que ça me mettait dans un état catastrophique. Et, euh, et du jour au lendemain, les choses ont commencé à aller mieux. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire une rémission et les médecins n'y croyaient pas. Même ma famille n'y croyait pas. Euh, j'ai vécu une rémission du coup sur plusieurs années où j'ai pu reprendre le sport, où j'ai pu reprendre justement des castings, des auditions. J'ai commencé la création de contenu. En fait, le fait d'être paralysée pendant un temps, ça m'a fait écrire énormément de projets. Puis je me suis dit, depuis que je suis petite, j'écris, donc autant essayer de vendre des concepts aux diffuseurs, aux producteurs. J'avais fait des études aussi en parallèle. Oui, tu me demandais est-ce que je faisais quelque chose en parallèle. Oui, j'ai fait des études de réalisation et de production qui avaient été mises en stand-by par la maladie. Par la maladie que tu as repris après. Voilà, c'est ça. Même s'il y avait eu des cours en distanciel. Parce que c'est vrai que même quand j'allais à l'école, c'était très dur pour les élèves avec moi d'essayer de comprendre ce qui se passait. Parce qu'un coup, ils me voyaient arriver en béquille. Un coup, ils me voyaient arriver, j'avais rien. Un coup, ils me voyaient plus. Et quand tu as un handicap invisible, t'as pas forcément envie d'en parler directement. Donc, j'ai réussi à terminer, j'ai fait un master de production. Et là, aujourd'hui, j'en suis là, je fais la création de contenu, j'écris des concepts que je propose à des diffuseurs, je parle de ma passion sur les réseaux, je propose des tips acting, je fais des mises en scène comiques. Et surtout, en ce moment, donc là, je tourne ma série de courts-métrages sur des thèmes justement comme le harcèlement scolaire, comme la maladie, comme les violences, que ce soit conjugales ou mentales. Et tout en parlant aussi des sujets dont moi, personnellement, j'aurais eu besoin, j'aurais eu besoin d'entendre parler de certains sujets très jeunes, comme la confiance en soi, comme l'instant présent, comme la force du mental. Voilà, je travaille là-dessus en ce moment. Et surtout, je travaille sur le fait de me dire que c'est pas possible de tout contrôler. L'esprit part du principe que tu peux tout contrôler. Sauf que quand tu regardes d'un peu plus près, tu te rends compte qu'il y a des choses qui t'échappent. Et, et je me suis rendu compte que la seule chose que je pouvais vraiment contrôler, c'était mon comportement dans l'instant présent. Et c'était ce comportement-là, ces réflexions-là, qui allaient avoir un impact sur le futur. Donc, est-ce que j'allais être dans l'acceptation de ce qui m'arrive? Est-ce que j'allais me permettre justement de prendre un temps, de voir tout ce qui se passe, que ce soit au niveau des émotions enfouies en moi, que ce soit au niveau des tensions, que ce soit au niveau de mon entourage. Euh, voilà. Oh, t'as eu des rôles quand même assez incroyables dans Clem et dans Scam France. Oui. Comment t'as réussi à vraiment avoir ces rôles? À chaque fois, c'est des opportunités qui sont créées, ce sont les agents qui t'ont apporté ces rôles-là. Comment ça s'est vraiment passé? Les castings en soi, comment ça se passe? C'est tu es chez toi, tu regardes tes mails, tu reçois un message, un C'est eux mail. qui t'envoient un mail pour te dire qu'ils font des castings? En fait, quand une production lance un projet, ils vont lancer du coup, imaginons, tu es producteur, tu es réalisateur, tu lances ton film ou ta série, tu vas avoir besoin d'acteurs pour incarner les rôles. Donc, à partir de là, tu vas commencer à contacter les agences de cinéma. Donc, tu vas avoir les directeurs de casting qui vont s'en charger et qui vont caster les talents. Donc, ils vont commencer à regarder tous les talents qu'il y a sur les sites internet des agences et ils vont faire venir du coup ces talents-là dans un lieu pour passer les auditions. Et donc, les scènes que tu joues lors de ces auditions, tu les reçois en fait par mail, tu reçois le projet. C'est à toi, en tant que comédien, de te dire, oui ou non, je veux faire cette audition. Et à partir de là, c'est une préparation où tu commences à faire ta propre proposition. Tu t'entraînes chez toi avec des proches qui te donnent des répliques ou non. Et tu arrives à l'audition et tu es normalement déjà le rôle, en fait. Tu passes l'audition. En fait, moi, je pense que j'ai réussi parce que je suis devenue vraiment le rôle lors des auditions. J'étais plus moi. Par exemple, pour Clem, j'étais vraiment devenue Charlotte, une adolescente qui avait des problèmes, des troubles alimentaires
qui était méchante, qui rendait la vie terrible à une jeune femme, mais qui avait aussi une sensibilité, qui avait en fait une blessure. Donc j'avais vraiment travaillé le rôle Comment tu fais en justement amont. pour se mettre vraiment dans ce rôle, pour se mettre vraiment à la place, changer ta personnalité, en fait, devenir vraiment un vrai personnage? Je dirais, dans un premier temps, tu fais le vide, tu fais des premières lectures. Euh, Tu fais des premières lectures du rôle, de la scène, c'est de... ça. Moi, j'ai une tendance, c'est que j'ai des stabilos de différentes couleurs. Et par exemple, je vais surligner les verbes. Je vais surligner. En fait, je vais tout séparer, en fait. Que ce OK. soit au niveau de l'attitude, les didascalies, que ce soit les verbes, les actions qu'elle va faire. Tu mets une Euh, couleur en fonction, des émotions, en fait, de toutes les différentes. Quand tu vas avoir un casting, tu as pas. C'est très rare que tu aies qu'une seule scène à jouer. Donc, ils veulent aussi tester et voir ce que tu peux proposer comme différentes émotions. Donc, déjà ça, moi, c'est ma technique. Donc, je fais le vide, je commence à un peu faire à, à observer en fait toutes les différentes variations, toutes les différentes émotions qu'il peut y avoir dans chaque scène. Et à partir du moment voilà, où j'ai terminé de stabiloter le script, je commence à faire des propositions, à m'imaginer. Voilà, je commence à imaginer une interprétation. Et là, je m'entraîne dans le miroir, je me filme, je demande à quelqu'un de ma famille de jouer avec moi, de me donner les répliques, de faire des italiennes, euh, jusqu'à ce que tu ressentes ce moment où vraiment tu es connecté au personnage, à l'histoire, au moment, en fait. Tu n'es, je ne suis plus Raphaël Amar. Je suis... et comment t'as appris tout ça? C'était, des choses que t'as vues? C'est des choses que t'as apprises à l'école? T'as fait, les cours Florent et cetera? C'est des choses qui t'ont beaucoup aidé? C'est quelque chose que tu trouves qui est naturel? C'est quelque chose que t'apprends apprends, sur le terrain? Comment ça se passe? Je pense qu'il y a un peu de tout. Mais je dirais que je suis autodidacte. J'ai toujours été autodidacte. J'ai toujours aimé toucher à tout, comprendre les choses. Chez moi, j'ai un microscope, donc j'ai toujours cette envie d'aller comprendre, d'aller voir tout ce qu'il y a, euh, de voir le moindre détail. Donc pour moi, ça a toujours été évident de sculpter chaque émotion, en fait, chaque mot. Hem, Chaque personnage, c'est beaucoup de pratique, énormément de pratique. J'ai pas arrêté le théâtre de mes 5-6 ans, jusqu'à mes 17 ans, jusqu'à ce que je reprenne juste au cours Florent. J'avais fait plusieurs, cours de théâtre différents, que ce soit en français ou en anglais. Hem, Ce qui un jour m'a valu, d'ailleurs une grosse audition pour, jouer la fille, de Marion Cotillard et Brad Pitt pour un film, de Robert Zemeckis qui s'appelle Alliés, où au final on était donc, plusieurs filles castées en France et en Angleterre. Et j'étais arrivée, sur la finale, donc les derniers callbacks, et du jour au lendemain, pas de nouvelles, jusqu'à ce que le film sorte et en fait que le rôle pour lequel nous on était castés en fait ne grandisse pas. Le bébé au final enfin le rôle qui était Molly, c'était le rôle pour lequel j'auditionnais à ce moment-là, où je parlais français, anglais. Finalement il l'avait fait complètement évoluer, donc OK, hyper intéressant. voilà. Hem Après Mais je tu dirais que ouais, pour se préparer, c'est beaucoup de pratique, c'est beaucoup de... Faut être motivé, faut mettre l'énergie, faut mettre le corps, faut être prêt à rompre avec soi-même pour devenir quelqu'un d'autre en soi. et maintenant tu es complètement passé à la partie, création de contenu. Tu écris, tu fais des courts-métrages, tu fais, pas mal de vidéos, du coup, sur les réseaux sociaux. Tu es toujours en même temps, le cinéma à côté? Enfin, c'est quelque chose toujours que tu te renseignes, tu passes des castings et cetera ou Alors pas tellement? les castings, je les ai mis en stand-by, justement, parce que j'ai travaillé avec une agent, avec qui ça n'a pas pu continuer, très récemment, parce que justement je faisais la création de contenu. Et il y a des agents, des personnes dans le milieu du cinéma et de la télévision qui sont pour, on va dire, la collaboration entre le milieu des réseaux sociaux et de la télévision, À l'industrie du l'inverse, cinéma. j'imagine qu'il y en a qui sont aussi contre. Exactement. Et elle était totalement contre. Donc j'ai arrêté les castings il n'y a pas si longtemps que ça, pour aussi me concentrer sur mes projets professionnels sur la durée. Euh, Quand j'ai terminé mon master de production,
j'ai toujours su que je voulais réaliser des séries, produire des films depuis que je suis petite. J'ai envie de pouvoir transmettre des émotions, raconter des histoires. Donc bien sûr, je m'y intéresse toujours. Hem, Sauf que maintenant, c'est toi qui veux passer ouais, c'est ça. derrière la production et créer toi-même. Actuellement, c'est ce qui se passe. Voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc j'ai des rendez-vous avec des diffuseurs. Hem, mais c'est vrai que je prends beaucoup de temps en fait, je me dis qu'après l'enfer que j'ai vécu, c'est-à-dire par la maladie que j'ai fait une rechute entre-temps. Récemment, je suis repassée par le fauteuil roulant, les béquilles et tout le parcours médical que ça demande pour tenir sur ses jambes. Et je t'avoue, je te cache pas que quand le corps lâche, le mental peut pas se permettre de lâcher. Et j'ai l'impression que les gens, surtout enfin, j'ai l'impression que les gens sont très stressés en général par leur vie professionnelle, sur leur projet. Quand on leur demande c'est quoi ton projet actuellement, il y a des gens qui sont très stressés par ça. Et moi, c'est absolument pas le cas parce que je me dis, mais qu'est-ce que ça a été dur juste de poser un pied par terre sans avoir mal. Juste à l'heure d'aujourd'hui, je me concentre sur mes projets. Je les construis vraiment bien. J'ai mes rendez-vous professionnels. Pour l'acting, j'ai mis ça en stand-by parce que j'ai envie de trouver un agent aussi, je pense, qui est dans le respect de l'humain. Ce qui est un gros problème en vrai dans ce milieu-là, ce que tu disais un peu tout à l'heure, où Oui, c'est très compliqué de trouver des agents oui. qui respectent l'humain en soi et Oui, les envies. récemment, j'ai eu des échos justement de l'agent en plus avec qui je travaille récemment. Donc je côtoie des comédiennes, des comédiens tous les jours. Il y en a deux qui ont eu un glow-up super, euh, qui ont du coup décidé de passer dans une agence bien plus grosse. Et l'agent lui a dit, bah si tu pars, enfin un d'entre eux lui a dit si tu pars, je renvoie ta sœur. Ouais. L'autre est malade, elle a une leucémie. Et comment tu les trouves, ces agents déjà de base? Comment tu trouves un agent? Tu contactes par mail. Tu les trouves où sur Internet? Comment ça se Ouais, passe? Ouais, c'est tu ça? vas sur le site des agents, tu contactes par email. Tu peux contacter soit leur assistant, soit les contacter directement. Par exemple, moi, ça a marché sur Instagram. J'ai contacté une agent et elle m'a dit OK, bah, carrément, on va se rencontrer. Mais tu sens très rapidement quand il n'y a pas le feeling. Ok. Quand tu sens la personnalité. Je pense que c'est très important quand tu es comédien, comédienne, d'avoir un agent qui va te soutenir. Parce que c'est un milieu où il faut avoir les épaules euh, bien en place, la tête haute. Faut pas être. Tu peux être hypersensible, bien évidemment, mais il faut pas te laisser manger, on va dire, parce que tu peux te prendre des critiques très dures. L'audiovisuel, la production, le cinéma, comme la mode, ou enfin, plein d'autres milieux, c'est des milieux où on va te faire douter de ce que tu es ou de ta valeur. Les milieux artistiques en soi, Oui, globalement. ouais, surtout artistique. Et là, du coup, maintenant, t'es passé plutôt sur la partie création de contenu. C'est toi qui gères en vrai tes contenus. Enfin, même le regard des autres, tu l'as que à travers, on va dire, les commentaires que tu peux recevoir, etc. C'est ça. Comment t'as fait la transition entre, bah, du coup, le cinéma et maintenant la partie plutôt création de contenu qui est diffusée sur les réseaux sociaux? Alors, ça a commencé une fois que j'ai commencé à faire. Donc, j'ai eu ma rémission, première rémission. J'ai commencé à faire de la musique, Ok. à écrire de la musique et j'ai contacté un studio de musique. Et il se trouve que la personne qui le tenait était un proche que je connaissais quand j'étais petite, euh, qui s'appelle Valran Moulet-Berthaud, qui est un des fondateurs du Crayon Média. Et il m'a proposé de prendre un verre et il m'a dit écoute, je sais que tu as plein de qualités, plein de talents, de casquettes. Est-ce que tu aimerais, enfin, voilà, tu es bonne en communication, en ci, en ça. Est-ce que ça te dirait de te lancer dans une aventure, de lancer un média avec moi et mes amis, mes associés. On va dire que je dirais que la création de contenu est partie de là. Donc, voilà, donc tu me demandais ce que je faisais en parallèle des tournages. J'ai travaillé, donc pour le Crayon Média, qui aujourd'hui est un média bien en place. J'ai communiqué, j'ai fait tout ce que je pouvais pour communiquer avec les artistes, les personnalités que je connaissais, que ce soit des acteurs, des humoristes, des chanteurs. Je communiquais avec eux, je leur demandais, voilà, je leur proposais de faire une interview. En parallèle, je participais à la préparation des tournages, à la mise en place, à plusieurs formats qu'on testait sur les réseaux. Et ensuite, j'ai commencé à rencontrer tout un entourage positif et passionné
comme j'ai toujours voulu en soi en rencontrer un. Donc aujourd'hui, je côtoie des créateurs de contenu qui sont en place depuis peut-être une douzaine d'années, d'autres beaucoup moins, comme toi. J'ai fait ta rencontre récemment. Et on va dire que tout s'est déroulé assez naturellement. Chaque étape m'a menée à une autre. Je réalise en fait que chaque étape, qu'elle soit positive, triste ou joyeuse, euh, n'est pas forcément... Enfin, je perçois plus les étapes, tu vois, très dures que j'ai pu avoir, comme par exemple reprendre le contrôle de son corps, comme une erreur ou une fatalité. J'ai appris à être dans l'acceptation et j'ai l'impression que depuis que je suis dans l'acceptation, chaque étape mène à l'autre. Et aujourd'hui, j'en suis à structurer aussi bien la création de contenu et à la maîtriser surtout, parce que c'est un domaine finalement, tout comme la télévision, l'acting. Euh, c'est parti vraiment du média, d'une forme, pas forcément de journalisme, mais voilà, met en avant le divertissement, la culture, l'actualité, à finalement faire ce que j'aime, c'est-à-dire mettre en avant les émotions comiques, les sujets d'actualité ou des histoires fictives ou réelles. Donc en gros, pour résumer, tu as d'abord commencé en fait à découvrir un peu le monde des réseaux sociaux grâce au crayon, où du coup, tu as accompagné un peu les tournages qu'ils ont fait, etc. Ensuite, en fait, avec eux aussi, tu as rencontré beaucoup de monde, notamment des créateurs de contenu qui publient également sur les réseaux sociaux. Et après, c'est comme ça que toi, tu as décidé de te lancer. Tu as décidé de te lancer comme ça. C'était pour le plaisir, c'était pour toi une autre manière de faire du cinéma. Comment tu l'as vécu Enfin, pourquoi tu t'es lancé en fait sur les réseaux sociaux? Parce que justement, je repensais à cette infirmière qui m'a dit que je pouvais oublier la vie d'avant. Euh, et pour moi, ça a été très dur de me dire, ok, bon bah faut que j'accepte, euh, faut que je lâche prise sur ce passé, sur le fait que j'espère que ce soit différent sur le moment, juste sur l'instant où je me suis dit, ok, je vais me lancer dans la création de contenu. Je me suis dit, ok, lâche prise pour l'instant sur les castings, sur les gros projets, sur les gros tournages, les gros horaires, et sers-toi des outils actuels qui sont notamment les réseaux sociaux, qui te permettent d'ouvrir des portes auxquels on pense même pas, en fait, des vrais chemins professionnels dans la télévision, dans le cinéma, dans le journalisme. Surtout qu'en plus, tu fais beaucoup de vues. Moi, j'ai déjà vu pas mal de fois tes courts-métrages. En vrai, enfin, c'est en une minute ou plus, tu peux réussir à faire beaucoup, beaucoup de vues, qui parfois au cinéma, en fait, c'est tout un film qui arrive à faire autant de vues, quoi. Enfin, c'est ça qui est assez incroyable. Ça t'a amené des opportunités, toi, derrière les réseaux sociaux ou pas du tout? Oui, oui, énorme, énorme. Même par exemple des propositions de tournage, etc. Enfin, c'est quelque chose que tu conseillerais, toi, à des artistes, du coup, qui veulent devenir acteurs, etc., de se lancer sur les réseaux sociaux et de profiter justement de la communauté que tu peux créer? C'est quelque chose que je conseille vivement. Enfin, définitivement, même, je le conseille. Je conseille toujours ça aux personnes que je rencontre qui me disent, ouais, est-ce que tu as un conseil, comment je pourrais faire pour être acteur ou actrice? Mets, mets tes talents en avant. Tu as un téléphone, comme Orelsan dit, tu fais juste de quelque chose pour filmer, pour créer, et te lancer. Donc, si tu as des compétences ou des talents, que ce soit sportif, que ce soit créatif, mets-les en avant, teste, fais des formats, aide-toi de personnes, crée-toi un entourage. Il y a plein de personnes qui cherchent à être entourées, pour juste créer des projets. Hem, Après, il faut juste, je dirais, qu'il faut se protéger un minimum parce que les réseaux sociaux, C'est heu, hyper toxique aussi, hein. c'est très toxique. C'est très, très toxique dans le sens où, bah, déjà, ça prend du temps. Tu peux avoir un coup de chance, heu et réussir, À faire d'un beaucoup de coup, vues. tu vois? Et te faire repérer. Mais dans un autre sens, ça peut mettre énormément de temps. Il y a beaucoup de créateurs de contenu, qui pourraient, le témoigner. Je pense qu'il faut savoir se protéger, des effets négatifs. Par exemple, le fait, bah, que tu sois dans l'attente, parfois, ça peut te mettre vraiment à mal parce que c'est vrai que tu peux dépenser c'est de enfin, tu es un auto-entrepreneur dans un sens. Tu t'engages toi-même dans une activité, dans un sujet, voilà, dont tu veux parler. Ça se trouve, tu es seul, vraiment tout seul. Ça se trouve, voilà, tu trouves des moyens d'être entouré. Hem
Moi, je te dirais, vas-y, fonce, va sur les réseaux, mais oublie pas qu'il y a pas que ça, finalement, tu vois? Les réseaux, c'est très bien, mais tu peux aussi, construire un réseau, va au théâtre, renseigne-toi sur les différentes agences. En fait, n'attends pas que ça te tombe du ciel aussi, tu vois? Non, carrément. Les réseaux sociaux, c'est un plus, on va dire, et qui peut t'apporter beaucoup de choses. Toi, ça t'a apporté quoi exactement, par exemple, les réseaux sociaux? Ça m'a apporté donc, déjà, des personnes formidables, un entourage vraiment positif qui te soutient et qui te mène plus haut. Ça m'a apporté, de la connaissance aussi, donc évidemment sur les réseaux, mais ça m'a apporté des contacts professionnels, que ce soit, dans le milieu du journalisme, que ce soit, dans le milieu de la télévision, que ce soit dans le milieu du cinéma. Ça m'a offert des opportunités, auxquelles quand j'étais allongée, dans mon lit d'hôpital, à une époque, je me suis dit: C'est fini, je trouverai jamais le moyen, ça y est, de retourner, d'être actrice, de donner des émotions, de raconter des histoires et de réussir. Ça m'a apporté énormément de positif. Et aujourd'hui, maintenant, du coup, tu réalises des productions, etc., pour après ensuite les vendre à des grosses sociétés de production. Comment ça avance tes projets? Comment ça marche? C'est quelque chose que tu écris de A à Z? C'est un plan et qui après, comment tu fais exactement aussi pour le vendre? Tu vas directement voir des grandes maisons et tu leur présentes le projet. Comment ça se passe exactement? Alors, je dirais que le cheminement, que je fais, je le tire, de mon enseignement dans mes écoles, de réalisation-production et notamment, l'ISCPA où, un de mes professeurs était le fondateur de, W9. Heu, donc tu te dis déjà le monsieur que j'ai en face, le professeur que j'ai en face, c'est lui qui avait acheté, les Simpsons, que je regardais tous les jours dans la télé. Il voyageait à Los Angeles, il vendait des concepts, français aux États-Unis où il allait chercher des concepts, enfin. Donc j'ai commencé à suivre, certains conseils, qu'il m'avait donnés et il m'avait donné aussi donc en France, il m'avait dit: «Écoute», enfin, il appréciait ce que j'écrivais déjà, je n'avais pas de j'avais pas peur de lui faire lire ce que j'écrivais ou de lui parler de mes projets et il m'a dit: «Écoute, le conseil que je te donne là pour aller voir des diffuseurs, des producteurs, c'est déjà de regarder chaque chaîne en France qui propose des programmes qui peuvent être similaires aux tiens. Déjà, ça te fait faire un petit tri et tu repères déjà les producteurs, diffuseurs qui peuvent correspondre à ce que toi tu proposes. À partir de là, moi, ça a été différent qu'une personne qui n'a pas de contact. Justement, les réseaux sociaux m'ont permis de 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 prendre développer un contact, réseau. voilà, de développer un réseau. J'avais déjà un réseau avec TF1, avec France 2, mais les réseaux sociaux m'ont permis d'avoir un contact avec Netflix ou, avec les producteurs Media One. Hem, donc à partir du moment où, en fait, où tu as ton contact, avec un producteur, un diffuseur, tu leur proposes le projet. Hem, D'abord, tu le protèges, tu fais en sorte d'être, enfin, tu déposes l'œuvre à la SACD, donc tu deviens auteur. Tu protèges l'œuvre avant de la proposer à qui que ce soit et à partir de certaines négociations de contrats, enfin, c'est là que tout se passe, en fait. Que tu vends ou non ton concept ou ta série que tu as écrite en entière ou ton film ou ton court-métrage ou ton documentaire. Ok, super intéressant. Et là, du coup, c'est ce que tu fais actuellement. C'est ça. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Raphaël, en tout cas pour ton histoire hyper inspirante et qui peut motiver beaucoup de gens, parce que tu as quand même un parcours atypique avec beaucoup de rebonds et une vraie force de la nature. On va passer à la deuxième partie du podcast, qui est une partie que les auditeurs adorent. C'est une partie plutôt astuces et conseils de ton domaine d'expertise. Donc tous les conseils et l'expertise que toi tu as, tu vas pouvoir nous donner tes petits tips. Faire du cinéma, c'est une phrase qui, je suis sûr, fait rêver plus d'un. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le cinéma demain et qui n'y connaît rien et qui est passionné par ça, comme tu as pu l'être quand tu étais plus jeune? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme premier conseil pour y arriver? Faire du cinéma en tant qu'acteur, réalisateur, producteur, En tant qu'acteur, en tant qu'acteur, pour réussir dans ce milieu. j'ai 3 conseils. Un, travaille, le jeu d'acteur. Travaille, maîtrise les émotions. Deuxièmement, trouve un agent ou une agent
Et troisièmement, utiliser les réseaux, ça peut être un tremplin. Mets-toi en fait directement en avant si tu as pas de bande démo, par exemple, qui est un élément que les agents demandent en majorité. Euh, Crée des courts-métrages, crée des projets avec des proches et crée ta propre bande démo. Mais surtout, si tu veux être acteur de cinéma, ne te laisse pas fermer la porte au nez. Si tu crois que tu peux être un acteur de cinéma et que tu veux l'être, eh ben, tu le seras. Je pars du principe que faut jamais céder à un non. Parce que des noms, tu vas en avoir et en avoir. Donc C'est clair. voilà, fonce. Tu parles Fonce. de gérer tes émotions, jouer avec tes émotions. L'acting, c'est un vrai métier, c'est hyper complexe, c'est beaucoup d'entraînement. Ce serait quoi ton meilleur conseil pour se former le mieux possible à faire de l'acting? Suis des cours. Tu peux Et suivre tu des suis cours, que des ce cours soit où des... Il y a plusieurs manières de se former en France. Donc, il y a les écoles de théâtre, il y a les conservatoires, et après, il y a les petits cours de théâtre que tu peux prendre. Par exemple, voilà, le jeudi soir, après le travail, ou ça dépend de ton âge. C'est après les cours, après le collège, le lycée. OK. Toi, t'as fait quoi du coup? T'as fait les cours Florent, c'est ça? Alors, moi, j'ai commencé à 5-6 ans déjà dans mon école primaire. J'avais du théâtre. Ensuite, j'ai fait plusieurs écoles professionnelles. Ensuite, j'ai fait de la comédie musicale. Euh, je fais les ateliers Thierry Hamon. Je me souviens pas de toutes les écoles. J'ai fait du théâtre en Angleterre. Euh, Parce que du coup, chaque été, je partais en camp d'acting en Angleterre. Et j'ai fait les cours Florent. Et c'est quoi toi tes techniques à toi du coup pour apprendre à acter, enfin, comment toi t'as fait justement pour apprendre à faire de l'acting? Parce que tu disais que tu t'es beaucoup, formée toi-même en autodidacte. Qu'est-ce que t'as fait justement pour réussir à t'y former toute seule? Je dirais que j'ai toujours été une comédienne, même avec ma famille. J'adorais jouer, j'adorais faire rire ma mère. Euh, je m'inspirais des plus grands, que ce soit Meryl Streep, que ce soit Morgan Freeman, que ce soit Angelina Jolie, que ce soit Nathalie Portman. Je m'inspirais de ce que je voyais à la télévision. Je m'inspirais de ce que je voyais dans la vraie vie. Je me connecte toujours aux ressentis que j'ai, aux émotions. J'ai appris en fait à me voir un peu, ça peut être étrange pour quelqu'un qui n'y connaît rien, mais à me voir un peu comme une armoire qui a plein de tiroirs et chaque tiroir représente une émotion. Et maintenant, tu me dis, vas-y, joue le rire, je vais ouvrir le tiroir du rire, joue la tristesse, joue le chagrin. En fait, chaque tiroir est relié à une émotion. Après, c'est beaucoup de travail, de pratique. Combien de fois je me souviens quand j'étais au collège, lycée, que je faisais mes devoirs pour, pour oublier, la réalité générale dans laquelle tout le monde se perd, en soi, en fait, j'ai compris très, très tôt qu'on avait chacun une propre réalité, qu'on n'était pas tous, voilà, dans cette grande masse, de pensées, communes. Et j'ai commencé, je me souviens, à à répéter des rôles toute seule dans ma chambre comme ça, à me dire: «Ah ben ça, c'est ma réalité, c'est ce que j'aime faire». Je vais le faire en fait. Je vais me documenter, je vais beaucoup me documenter en fait. Je me suis beaucoup documentée, même sur les techniques, Tu te documen Enfin, où est-ce que tu te documentais? internet, les Internet? livres, mes parents, les professeurs, les David Lynch, les conférences. Très tôt, je me suis renseignée. Je faisais le maximum pour comprendre comment mettre à profit mon talent et encore plus le travailler. Je sais que tu sais pleurer sur demande. C'est quoi toi tes astuces pour exprimer, tes sentiments, dans le cinéma? C'est-à-dire exprimer ses émotions. C'est quoi tes astuces pour, justement réussir à exprimer des sentiments, assez facilement, heu, comme là, tu vois, pleurer sur demande? Un, la pratique, donc va prendre des cours. Prends des cours. Heu, Pour toi, c'est obligatoire les cours, pour moi, c'est pas du tout obligatoire les cours, mais en fait, je te recommande de prendre des cours parce que quand tu es avec un collectif, quand tu es dans un cours de théâtre, tu es là pour transmettre des émotions, pour incarner des personnages, pour te connecter en fait et travailler, heu, des variantes que ce soit tu es là pour travailler la colère, la joie, l'amitié, la sympathie,
à la terreur. Enfin, donc c'est pour ça que je t'incite j'inciterai toute personne qui veut faire du cinéma ou de la télévision à, à faire du théâtre parce que c'est un tremplin en fait. C'est un moyen, que ce soit professionnellement ou personnellement, de relâcher des émotions, d'expérimenter, de connaître en fait ce qui se passe dans son corps, dans son esprit. Donc là, ta première astuce, ça serait du coup de se former, enfin de faire des cours. T'aurais quoi d'autre comme astuce? Hem, Toi, typiquement, comment tu fais pour, pleurer sur commande? C'est quoi, qu'est-ce qui te passe par la tête pour te dire, «Je pleure sur commande»? Moi là alors quand je pleure sur commande là, quand par exemple si je le faisais ici, là, tout de suite ou sur un tournage? Pas sur un tournage, mais même là, je sais que tu es capable de le faire même là comme ça enfin, je t'ai déjà vu le faire, donc je sais que tu arrives à le faire très facilement. Mais, c'est quoi enfin, comment tu arrives à le faire justement? C'est quoi les astuces que tu peux, donner aux gens qui n'arrivent pas forcément à le faire ou en tout cas qui aimeraient le faire? Tu peux déjà, dans un premier temps, te relâcher, faire le vide, vraiment, en fait, oublier, ce qu'on vient de te demander. Par exemple, là, si on te demande de pleurer sur commande, oublie qu'on vient de te le demander parce qu'en fait, quand tu pleures, c'est un relâchement. Tu es complètement relâché, tu relâches, tu expulses quelque chose qui a besoin de sortir, en fait. Donc déjà, détends-toi. Hem, Moi, c'est ma technique. Dans un second temps, connecte-toi à l'émotion de la tristesse, pas à des événements traumatisants que tu as pu avoir dans ta vie. Connecte-toi simplement au fait d'être triste. Et une fois que tu te connectes vraiment entièrement, tu vas le sentir. Tu vas sentir quelque chose qui va changer au niveau de ta respiration. Quand tu vas respirer, ça va être, il y a quelque chose qui va être différent. Tu vas peut-être sentir quelque chose au niveau de ton corps, de tes mains, de ton visage, de tes mâchoires, de tes yeux. Et une fois que tu te connectes à l'émotion de la tristesse, et ben laisse-la monter. Laisse-la, en fait, fais confiance, fais-toi confiance. Te dis pas, je vais peut-être pas faire de mon mieux, je peux pas réussir. Non, juste là, tu as déjà fait le vide, tu t'es connecté à l'émotion de la tristesse, maintenant tu la laisses monter. Peu importe le temps que ça va prendre quand tu commences. C'est si t'es pas, tu n'as pas l'habitude de le faire, bien sûr, ça va prendre du temps, mais c'est des petits tips comme ça que si jamais tu les mets en pratique quotidiennement, tu vas y arriver au bout d'un moment très facilement. Après, il y a plein d'autres personnes. Moi, je suis assez, moi, je suis admirative de personnes qui arrivent à pleurer juste parce que ils vont fixer de la lumière ou parce qu'ils vont juste se garder les yeux grandement ouverts ou parce qu'ils vont faire du mimétisme, c'est-à-dire s'inspirer de ce qu'ils ont vu dans la vraie vie et avoir la faculté de devenir, de devenir cette chose qu'ils ont vue. OK, super intéressant. Et c'est quoi les erreurs les plus courantes, que font les jeunes acteurs et cetera et comment tu fais pour les éviter? Les erreurs les plus courantes que font les acteurs lorsqu'ils débutent, qui n'ont jamais d'expérience, il y en a, je pense, qui prennent pas assez conscience, heu, du fait qu'il faut vraiment travailler, heu, tes intentions. Poser ton intention, comprendre le personnage, vraiment le travailler. En fait, ne pas avoir peur de le travailler, de le travailler, de le travailler. Dans un second temps, l'erreur, que je pense, 90 des comédiens font au début, pour justement les scènes de chagrin, de tristesse, hem, donc on enlève toutes ces personnes qui arrivent à pleurer, sur commande grâce à la lumière ou le mimétisme. C'est qu'ils vont aller chercher, en fait, ils vont faire un transfert souvent de leur passé, de certaines relations qu'ils peuvent avoir dans leur vie personnelle. Ils vont, aller chercher quelque chose qui leur fait du mal, qui va les qui des choses qui vont forcément les faire pleurer. Et ça, c'est une erreur, parce que tout simplement, quand tu es comédien, il y a une différence à faire entre le métier et la vie personnelle. Il y a une différence à faire entre le fait de terminer sa journée, d'être, très bien fatigué parce que waouh, tu as été chargé, tu as incarné, de nombreuses émotions, et le fait d'être, hem, réouvert au niveau d'une blessure personnelle, tu vois? Tu es un acteur, mais à côté aussi tu es quelqu'un, tu es humain, tu as tes propres expériences. Tu es pas là, pour, réouvrir des plaies qui sont cicatrisées, tu vois? C'est C'est pour hyper intéressant parce qu'en vrai, la plupart des gens, je pense que enfin moi-même en tout cas, quand on dit: «Bon, bah, pleurer sur demande», tu te dis plutôt: «Bon, bah, je vais penser à un truc hyper triste» et tu vas réussir à pleurer comme ça. Alors qu'en vrai, toi, tu te concentres vraiment juste sur l'émotion. Ah oui, oui, ouais, j'ai en fait, je
je recommande et j'espère que toutes les personnes qui veulent être comédiens, qui pourraient regarder cette vidéo, vont comprendre qu'il faut faire un travail au niveau des émotions, de la tristesse, voilà, se permettre, quitte à ce que ça, si jamais ça doit leur demander 1 heure de pause, voilà, juste pour se permettre de se connecter à ce sentiment, de voir tout ce que ça leur fait, euh, plutôt que de se torturer et d'aller revivre des moments sombres de leur vie. Carrément. C'est triste, t'as pas envie de terminer ta journée après un tournage en te connectant à quelque chose que toi, tu as vécu personnellement, au lieu de t'être connecté, en fait, tout simplement au texte, au personnage que tu as à jouer, à l'aventure que tu es en train de vivre sur le moment. Voilà, tout simplement. Non, c'est clair, en vrai. Voilà. Après, il faut savoir aussi que sur les tournages, il y a une technique chimique qui est voilà, employée en cas où, par exemple, imaginons tu as vécu, tu as joué trop de scènes d'émotions. Par exemple, toute la matinée, tu as pleuré et bizarrement, tu n'arrives plus à pleurer dans l'après-midi, mais tu as une autre scène d'émotion à faire. Ou simplement juste, tu n'arrives pas à pleurer. On va te sortir ce qui s'appelle un tube de menthol. Euh, donc, c'est un tube qu'on va te pointer sur l'œil et on va te souffler. On va souffler dedans et ça va te projeter de l'air mentholé dans l'œil et Ok. ça va te faire pleurer. Et c'est quelque chose qui se fait beaucoup ou plutôt qui est plutôt ta technique? Parce que toi, tu nous présentes ta technique, et c'est beaucoup de gens qui utilisent ce que tu fais ou c'est au contraire plus la technique du menthol, c'est ça? Sur tous les tournages, les personnes du HMC, des loges, enfin, toutes les personnes qui s'occupent du maquillage euh, ont ça dans leur sac. Ok. C'est quelque chose. C'est pas évident hein, d'être comédien. Hein. Des fois, imaginons, ça fait 2 mois que tu es en tournage et que tu joues une fiction ou peut-être que tu es malade tout simplement. Tu sais, tu peux avoir eu une fièvre, 39 de fièvre, 38 de fièvre, tu as la grippe, mais tu peux pas. Enfin, tu peux mettre. Tu peux bien sûr dire écoutez, là, je peux pas tourner, mais là, dans ce cas, ça va déplacer tout le tournage, ça va être un peu la pagaille au niveau de l'organisation, de la production. C'est possible, mais sinon, ça arrive que des acteurs soient fatigués, malades, n'arrivent pas à pleurer et donc on leur souffle dans l'œil. Carrément. Un autre sujet, c'est le cinéma, t'es quand même très exposé. Même toi, en plus, t'as subi aussi des critiques, du coup, notamment vis-à-vis des agents, etc. Quel conseil tu donnerais à des personnes, bah, du coup, qui sont acteurs, qui souhaitent se lancer, pour éviter, bah, du coup, d'être critiqués, pour faire face aux critiques? Ça serait quoi tes astuces là-dessus? Pour faire face aux critiques, je pense qu'on a, tous des choses en nous qu'on aime et qu'on n'aime pas et on apprend, au fil des saisons de notre vie à, s'accepter et à s'aimer. Je pense que la première étape, c'est travailler l'amour-propre et l'autocompassion. C'est-à-dire qu'on vit dans une société où, encore une fois, je vais rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, on part du principe que l'esprit, va partir du principe qu'il peut tout contrôler, tu vois? Sauf que tu peux pas contrôler le comportement des gens et tu peux pas non plus contrôler directement l'impact que ça va avoir sur toi. Et quand tu es jeune, c'est là que c'est encore plus difficile. Parce que tu t'es pas trouvé, parce que tu te cherches, peut-être parce qu'il y a des choses qui vont pas dans ta vie et avoir des critiques comme ça qui sortent de nulle part, c'est pas évident. En plus de ça, les voix extérieures peuvent devenir ta propre voix et tu vas commencer à te juger, à te critiquer alors qu'en soi, ces pensées ne t'appartiennent pas, elles ne sont pas réelles. Déjà, faut prendre conscience, de sa propre pensée et à partir du moment où tu travailles la confiance en soi, hem, l'amour-propre, heu, tu verras que finalement ces critiques, même si elles sont dures et même moi-même, hein, des fois, l'autre jour, j'étais dans un supermarché et pourtant j'ai confiance en moi, hein, vraiment, hein. Mais je me suis acheté une barre, enfin je commence à Une m'acheter barre. une barre, tu sais, de céréales Ah, parce que j'avais pas OK. mangé du déjeuner, j'avais faim et je m'achète une barre, protéinée et tu as un homme, qui me dit: «Faut pas manger ça, enfin, mangez pas ça, vous allez grossir». Et le problème, c'est que moi, dans ma vie, j'ai eu trop de critiques par rapport au poids. Trop de critiques dans ce milieu, même pour des raisons pas valables quand j'étais au collège, lycée, parce que tout le monde était skinny et moi, j'avais des formes. Donc, j'ai eu un moment de faiblesse, tu vois. J'ai eu un moment de faiblesse et j'ai laissé cette critique rentrer en moi, tu vois. Et à un moment, j'ai mis en fait, tu as le choix de dire stop, à l'effet de cette critique,
En fait, il faut prendre conscience que tu as le choix, en fait, de te dire que c'est faux, en fait, que tu as le droit de manger cette barre. Par exemple, j'avais le droit de manger cette barre. Finalement, j'ai reposé la barre et j'ai acheté un truc, j'ai acheté un plateau de sushi. Tu vois. J'ai dit, vas-y, alors là, c'est bon, il m'a saoulée, je vais me faire un vrai repas, pas une barre, et je vais m'en foutre de ce qu'il dit. Avec le recul, qu'est-ce que tu dirais à la Raph très jeune de 15-16 ans qui se faisait critiquer et pour passer au-dessus des critiques, tu lui dirais quoi? Sois toi-même. Sois toi-même. Répète-toi cette phrase. Sois toi-même. Tu es belle. Tu es belle, tu es aimée. Tu as du talent. Ton corps, il va changer. Tu vas changer mentalement. Tes émotions vont changer. Ta vie va changer. Ton parcours va changer. Juste sois toi-même. Euh, et ces critiques que les gens peuvent te faire, c'est des gens, ils sont pas gentils. C'est des gens qui sont condescendants ou qui te prennent de haut, en fait. Juste sois toi-même, sois bien avec toi-même, sois bien dans tes baskets. Et à partir de ce moment-là, don't give a shit about it. Just, you don't even care about it. Juste sois toi-même et tu verras que tes efforts paieront. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, par exemple, vraiment. Il y a un truc qui m'a marqué dans ta réponse, c'est dis-toi que tu es belle et tu dis pas beau aussi. Ça veut dire que ça Parce concerne. que c'est moi avant, tu me Oui, posais. mais ça concerne que les filles, justement, sur la côté critique ou aussi les garçons. Non, ça peut concerner aussi les garçons. Mais c'est plus côté filles, non? Non, pas forcément, non. J'ai vu des garçons maigrir d'un coup Ok. de manière très choquante. Très choquante. Surtout que ça n'a aucun sens, parce que le cinéma, c'est fait pour mettre en avant le monde réel, comme le monde fictif, très bien. Bah alors là, dans ce cas-là, on a des créatures, on a des... Voilà, si on va sur du Luc Besson, sur du Harry Potter, on a des créatures qui n'existent pas. Ouais, non, sois toi-même. Je vais rebondir, juste sois toi-même. C'est que tu es beau et que tu es belle et que tes différences font ton authenticité, en fait. Et ouais, ça peut être énervant d'être complexé et en fait d'être en accord parfois avec certaines critiques. Et ça ne change pas le fait que tu vas pouvoir modifier ces choses-là, que ça va prendre du temps. Tout prend du temps, finalement. Mais juste te laisse pas manger, et c'est dur parfois, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais tu as des choses bien plus heureuses à vivre que prendre en compte des critiques qui vont te manger ton instant présent et ton futur et vont t'empêcher de t'aimer toi-même. Et juste, en fait, ne laisse pas le jugement des autres rentrer dans ta tête, même si c'est très agressif, même si ça peut être juste des moqueries parce que les gens sont jaloux ou les gens sont juste ignorants. Prends soin de toi, ce serait le conseil que je me donnerais. Prends soin de toi, en fait. Protège-toi, prends soin de toi, et confiance en toi. Et be yourself, because you're good, you know? You're doing good. Ok, trop cool. Quel outil, ressource tu recommanderais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'industrie du cinéma? Quel outil? Ça peut être large, hein. Logiciel? Outils, ressources, ça peut être des sites, des films, des séries, des livres. Vraiment au sens large. Alors, dans un premier temps, ça c'est vrai un petit tip que je peux donner, que je vais faire une vidéo là-dessus, mais peut-être que ça va être un extrait du coup de ce podcast. Il y a un site il y a un site qui regroupe tous les directeurs de casting, qui s'appelle l'ARDA. Ok. ARDA. Donc petit tips déjà, si t'as pas d'agent, tu peux aller sur ce site, écrire directement aux agents avec ton CV, tu leur laisses un message. Ça, c'est super. Ça, c'est génial. Voilà, ça, déjà, premier tips. Je dirais ensuite, pour la production, production de cinéma. Là, vraiment, dans l'industrie du cinéma. Donc là, Industrie c'est du assez, cinéma. assez large. Donc voilà, donc déjà, si tu veux être comédien, tu peux te lancer là-dedans. Si tu veux être directeur de casting, contacte des directeurs de casting et demande-leur si c'est possible. Et pareil, tu les contactes comment? L'ARDA. Ouais, tu peux demander. Il y a tout dessus, t'as les agents, les directeurs de casting. Non, il n'y a que les directeurs de casting. Je pense que si tu veux te lancer dans le milieu du cinéma, il y a tellement de chemins différents. Tu peux devenir stagiaire. Si t'es collégien déjà très jeune, tu sais que tu veux travailler dans ce milieu-là. Ton stage d'entreprise, tu peux le faire dans une agence. Tu peux travailler, être l'assistant de l'agent.
En parallèle, si tu veux être comédien, comédienne, il y a le site Larda. Si tu Tu peux suivre aussi veux... Raphaël Amar sur les réseaux pour avoir des tips Ouais, là, sur je me suis l'acting. beaucoup... là, c'est vrai que j'ai mis un peu en stand-by tous ces tips parce que je me tourne vraiment sur des courts-métrages, pas des petites vidéos comme je fais les mises en scène avec le Ouais. téléphone. Tu vois, c'est vraiment avec la caméra et les acteurs. Donc, ça demande du temps. Mais je Des dirais déjà ressources, des créer, en livres. fait. Comment? Ah, des livres. Ouais, sinon, je sais pas, il y a peut-être des livres qui t'ont aidé, toi, personnellement, ou des vidéos sur Internet que tu as vues, qui t'ont marqué. Moi, je regarde, je suis une fan des behind the scenes, des backstage. Donc moi, s'il y a bien des vidéos que je regarde beaucoup, c'est les interviews des réalisateurs, Ok. des producteurs, tous ces documentaires. Par exemple, récemment, j'ai regardé, je sais pas pourquoi, je le regarde tout le temps. C'est le documentaire, la réalisation du film Titanic, qui a demandé un budget, des techniques incroyables. Qui a demandé un travail au niveau pour les acteurs qui était juste colossal, que ce soit mental, physique. Ils ont joué dans d'une eau glacée, quand même. Tu vois, Ouais. Cameron, il est parti loin. Il a dit, OK, bah, je vais être hyper réaliste, on va les faire jouer dans une eau glacée. Tu regardes le backstage d'Avatar, c'est juste... moi, c'est magique pour moi de regarder ça. Et puis, ça m'aide à comprendre aussi, à me dire, ah, OK, donc là, la caméra, elle est là. OK, donc c'est peut-être ce mouvement de caméra qui va pouvoir, moi, me permettre de faire ça dans mon court-métrage. Donc je me documente sur les mouvements de caméra, voilà. C'est relié. Une fois que je me documente, ça me mène à une autre étape, donc c'est la compréhension et ensuite je mets en pratique, tu vois. Les livres, je lis des livres sur les réalisateurs, souvent. Des Des biographies. behind the scenes, on m'offre des livres sur, par exemple, les comédies musicales, sur les 100, les 1000 films à voir. Euh, Voilà. Chérie, en fait, commence à comprendre, essayer de te documenter sur le milieu du cinéma et faire des études si tu le peux. Mais en fait, j'ai envie de te dire aussi, il y a plein de gens qui n'ont pas fait d'études, qui réussissent. Des personnes qui sont persuadées que si t'as pas d'argent, tu vas pas réussir. Mais pareil, ça, le cinéma, c'est un milieu aussi, en vrai, qui coûte beaucoup d'argent, on va dire. C'est quoi, toi, par exemple, tes conseils, tes astuces pour créer du contenu, mais quand tu n'as pas forcément d'argent, pour rentrer dans ce milieu-là quand tu n'as pas forcément d'argent? Qu'est-ce que tu aurais comme astuce? Il y a le CNC, donc qui est le Centre national du cinéma, qui te permet donc de financer des projets. C'est un peu comme la BPI pour les auto-entrepreneurs. Ok, c'est quoi? C'est quelque chose où tu postules avec ton projet, tu le pitches et ils te disent oui ou non Alors, je ou... l'ai jamais fait, mais je pense que ça doit se rapprocher, niveau parcours, niveau cheminement. Je pense que tu y vas, tu les contactes, tu leur proposes le projet. Tu envoies ton projet et puis soit tu vas avoir un rendez-vous, soit tu vas avoir un retour. Et puis, Ça, c'est top, ça. ouais. Oui, le CNC a permis à de nombreux projets de prendre vie. De la même manière, le cinéma, c'est un monde où il y a beaucoup de stress, Mhm. beaucoup de stress, mais aussi de pression. C'est quoi, toi, tes astuces pour essayer de limiter le stress, la pression? Euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement pour limiter ça? La méditation, Méditation, t'en je fais? te dirais, ouais, oui, la méditation, moi, ça m'a permis. C'est quelque chose que tu fais aussi avant les tournages, etc. Oui, que je fais quotidiennement en Ok. soi. C'est justement la méditation. Quand j'étais jeune, je rigolais quand je voyais des personnes méditer. Je me suis dit, mais what? Parce que à l'origine, je suis une hyperactive. Vraiment. Je peux pas rester sans rien faire. Quelque chose. La méditation va te permettre de te connecter à ta respiration, de prendre conscience déjà que tu respires et c'est automatique. Il y a des personnes, malheureusement, ils n'ont pas la santé, ils ont du mal à respirer. Donc, en fait, quand tu te concentres sur la respiration, c'est un moyen de te détendre déjà. Donc, faire de la méditation, ça te permet de déstresser, de prendre conscience des inquiétudes ou des doutes que tu peux avoir et de les calmer, en fait. Il y a différentes formes de méditation. Euh, je Et, pense que le et comment tu stress, fais pour, enfin, comment tu as appris la méditation? Tu regardes des vidéos? Tu as des recommandations à faire par rapport à ça? Comment tu t'es formé du coup à enfin, te former? Comment tu as réussi à apprendre la méditation? en fait, j'ai fait une rencontre du jour au lendemain en studio de musique euh, qui a bouleversé mon existence, on va dire, que la personne avait la même maladie que moi. Et moi, à ce moment-là de ma vie, je venais d'avoir les personnes qui me disaient c'est qu'une question de temps.
Donc déjà, pour moi, c'était catastrophique ce qui m'arrivait. La personne m'a conseillé déjà de plus écouter ce que les gens me disaient et m'a conseillé cette application. Heu, Quelle application? Cette personne s'appelle Philippe Mousseng. C'est un coach de sport, il fait de la musique, il est passionné et c'est une personne qui m'a ouvert le chemin vers faire la méditation, la prise de conscience de l'instant présent, de de tous les bienfaits, en fait, de la respiration. Mais il t'a donné une application du coup? Ouais, Et c'est quoi du coup le nom de c'est l'application? l'application que je conseillerais à tout le monde, qui s'appelle Meditopia Meditopia. et c'est vraiment une application, donc il y a différentes rubriques. Tu peux avoir donc des méditations quotidiennes, petites, courtes, pour dormir, pour récupérer ton énergie, ton sommeil, pour déstresser, pour pardonner, pour la colère, pour la frustration, pour la guérison, la gratitude. Tu as C'est vraiment l'appli que tu voulais mettre dans ma dernière question. Mince. C'est pas grave, je te la reposerai. OK, bah, Comme ça, soit je j'aurai rebondirai. le cut. Ok, bon bah. Ok, donc là, en fait, ça, c'est l'application que tu utilises pour faire de la méditation. C'est ça. Ok. Bon bah, je vais te poser quand même la dernière question que je pose à tous mes invités, qui est la question que les auditeurs attendent le plus. Fais-nous découvrir une application ou un site internet utile que tu as sur ton téléphone. Je conseillerais Meditopia. C'est une application du coup que j'ai sur mon téléphone, que j'utilise quotidiennement, qui m'a permis d'aller mieux. Donc bon, tu bien quand tu es dans un fauteuil roulant, tu peux avoir du stress rien qu'à te dire: «Bah, je peux pas faire telle activité, je sais pas ce que demain me réserve». Mais elle Hem, t'a permis, elle t'a permis d'aller mieux, mais c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle t'a permis de faire en fait cette application? de déstresser, de de me concentrer sur les choses que j'avais, que je remarquais plus parce que Mais c'est une justement application de quoi exactement? Enfin, de qu'est-ce que méditation. de méditation. En fait, du coup, tu trouves quoi? Des cours de méditation dessus? Tu as des sortes de petits cours, d'enseignement, donc tu peux avoir des 20 minutes, 30 minutes, 2 minutes. Tu peux avoir des pauses pour méditer. Tu as des histoires, des contes, des musiques. Tu as différentes rubriques, en fait. C'est une application, hem, qui va répondre en soi à tous tes besoins pour, toi, trouver, un équilibre de vie. Par exemple, tu sais que tu as une blessure, que tu as envie de traiter, je parle pas physiquement, enfin même, hein, si ça il y a des moyens de méditer, te concentrer sur les douleurs que tu as dans le corps. Cette application, te permet justement de voilà, d'atténuer la douleur. C'est fou ce que tu peux faire en fait avec le mental et Meditopia me l'a vraiment prouvé. Ça m'a permis vraiment de de prendre conscience, d'à quel point la gratitude, c'était quelque chose d'important dans la vie, de prendre conscience, de ce qui allait bien ou mal dans mes relations, comment réagir dans une période difficile, comprendre comment l'esprit fonctionne, transformer la peur en confiance, de justement, on revient sur les critiques, en fait, ça m'a appris à ne plus attendre l'approbation des autres, en fait, de juste être fidèle à moi-même et de foncer quand j'ai envie de foncer. Hem, ça te permet de faire un pas vers le pardon quand tu es en colère. Enfin, Beaucoup de choses cette application. cette C'est quoi du coup? application C'est Meditopia. Meditopia. OK. C'est Bon bah, comme une île, on ça fait dirait beaucoup de une choses. ouais. C'est génial. Raphaël, merci, infiniment d'avoir partagé ton parcours avec nous. Ta détermination et ton talent sont une source d'inspiration pour tous ceux qui nous écoutent. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode, vous aura plu et vous aura apporté, beaucoup de valeur. N'oubliez pas de vous abonner, pour ne rien manquer des prochains épisodes. Si vous avez des questions ou des suggestions d'invités, n'hésitez pas à nous écrire. Que ce soit pour le business, le marketing, les études ou même les astuces du quotidien, je suis toujours à la recherche des meilleures pépites pour vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à chercher les astuces qui changeront votre vie. À bientôt.